hospitalisation en urgence, coma, pronostic vital engagé. Je suis franco-camerounaise. J'ai eu une longue carrière dans les médias avant de rejoindre le groupe Orange en tant que directrice exécutive en charge de la RSE. Donc je pilote toute la stratégie et puis je suis tranquille sur ma plage au Cameroun. Et puis son conseiller en com m'appelle, allô, alors oui, le président est ravi d'accepter votre invitation, mais qu'il y a une petite musique qui va toujours être là, et c'est pareil pour les femmes, hein. Ah oui, on l'a mis là parce qu'il faut un quota de femmes, ou parce que, voilà. Et ça, c'est insupportable. Et je me souviendrai toujours du premier jour, mon premier contrat, c'était à la rédaction de TF1. Et j'arrive et comme dans un film, c'était un open space et j'ai eu l'impression que tout le monde s'était mis en mode freeze, que j'étais pas en capacité de faire des reportages. Donc ils m'envoyaient juste faire des sonores d'hommes politiques. Donc ils m'envoyaient interviewer Jean-Marie Le Pen par-ci. Je me suis retrouvée à Paris dans le même restaurant que Georges Clooney. Moi, je pense qu'il y a encore du boulot à la télévision parce qu'il faut se méfier de l'effet cosmétique. Le changement viendra réellement quand il y aura des managers, des patrons de chaîne, des patronnes de chaîne issus de la diversité. Dis donc, pour quelqu'un qui a une angine, ça se voyait pas, hein. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence avec Elisabeth Chungui. Donc j'ai l'immense honneur de la recevoir sur le format. Je suis très honoré qu'elle soit venue de Paris pour moi, parce que vous allez voir, elle a un parcours qui est exceptionnel. C'est une dame qui est franco-camerounaise. Donc Elisabeth, elle est en charge de la RSE pour le groupe Orange. Donc vous allez voir comment elle en est arrivée là. Elle va nous parler de son fils qui a un autisme. Elle a failli perdre la vie aussi. Elle a travaillé pendant des années à la télévision. D'ailleurs, pour certains, vous l'avez peut-être vu au maternel, si je ne me trompe pas. Donc bref, on va revenir sur tout son parcours qui est exceptionnel. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Confidence. Bonjour Elisabeth, Bonjour Martin. comment ça va? Ah, je suis ravie d'être avec toi à Bordeaux. Écoute, mais moi aussi, je suis vraiment honoré que tu sois là. Ça me fait plaisir parce qu'en plus, tu me dis que tu fais l'aller-retour pour moi. Oui, tu Donc, confirmes? donc tu confirmes, et je sais que voilà, hein, tu as quand même un poste avec beaucoup de responsabilités, donc ça me touche énormément. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Je l'ai fait, mais est-ce que tu veux te présenter, toi, avec tes mots, pour les gens qui te connaissent pas? Je m'appelle Elisabeth Chungui, je suis franco-camerounaise. J'ai eu une longue carrière dans les médias avant de rejoindre le groupe Orange en tant que directrice exécutive en charge de la RSE. Donc je pilote toute la stratégie de lutte contre le changement climatique, la stratégie d'inclusion numérique, les sujets de confiance numérique aussi qui sont de plus en plus importants à l'heure des réseaux sociaux. Alors plein d'opportunités mais aussi des risques, le cyberharcèlement, etc. Donc je pilote la stratégie pour tout le groupe. Je suis écrivaine aussi, même si j'ai pas beaucoup le temps d'écrire en ce moment. Et puis, et puis voilà, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui, Martin, parce que voilà, on s'est rencontrés cet été. Peut-être que l'anecdote confidence sera dessus d'ailleurs. Et voilà, je trouve que tu as du charisme, tu rayonnes, tu as une résilience, tu as des choses à transmettre et donc voilà, moi j'ai le sens du collectif et tu portes beaucoup de combats et ça me fait très plaisir de t'accompagner dans ce moment-là. Eh ben, écoute, ça me touche énormément. C'est l'instant émotion, en fait. Mais écoute, tu connais un petit peu le principe de Confidence. Je t'ai demandé de faire un petit peu tes devoirs. Pour briser un petit peu la glace, il y a l'instant Confidence sur ce format. Et l'idée, voilà, c'est que tu nous racontes une petite anecdote pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Donc c'est parti pour l'instant Confidence. Donc Elisabeth, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? C'est une anecdote toute récente. Il y a 3 jours, je me suis retrouvée à Paris dans le même restaurant que Georges Clooney. Et c'était pas la première fois que je le voyais. Bon, vous imaginez les mois dans tout le restaurant. Je l'avais interviewé il y a de longues années
à l'époque où j'étais journaliste. Et comme il se trouve qu'il déjeunait avec quelqu'un que je connaissais, ni une ni deux, je vais le voir, je fais ma groupie et je lui dis bonjour, vous vous souvenez, je vous ai interviewé il y a de longues années. Enfin, je lui dis plutôt, vous ne vous souvenez pas. Mais, et là, il me dit, ah mais oui, je me souviens très bien, c'était au Festival du film de Dubaï en 2007 et on a parlé du Darfour. Et ça m'a scotché qu'il se souvienne de moi 17 ans après. Comme quoi. C'est-à-dire, voilà, c'était ma minute de gloire. Ouais, mais comme quoi. Mais en plus, c'est marrant que tu parles de cette anecdote parce que je voulais en venir avant, parce que je sais que tu as rencontré George Clooney. Puis je sais aussi qu'à un moment, tu parles de Lady Gaga dans ton livre. Et c'était des choses sur lesquelles je voulais venir te chercher. Donc, bah, écoute, tu nous as témoigné cette anecdote. Et comment il est? Alors, il est très sympa, j'imagine, George Il Clooney. est hyper sympa, vraiment, le charisme. Ouais. Tu as vraiment l'impression que tu es sa meilleure copine et que vous passez toutes vos soirées ensemble. Très, Comme voilà. quoi, tu peux être Oui. un immense acteur et Oui. finalement rester Et simple. rester simple, absolument. Eh bien, écoute, non, c'est une belle entrée en matière. Aujourd'hui, on est à Bordeaux. On te reçoit dans l'hôtel Bordeaux-Mondrian Les Carmes. D'ailleurs, on les remercie hein, pour l'accueil. C'est aussi grâce à eux qu'on peut mener ce format-là. Et Bordeaux, je sais que ça a une histoire un peu particulière. Alors, pas toi directement. Je sais que ton papa, j'avais envie pour savoir un petit peu comment toi tu t'es construit, d'où tu viens, etc. Je sais que ton papa a une carrière quand même importante, qui vient du Cameroun. Et bah, je sais que la première fois qu'il arrive en France, il a atterri à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bah, nous parler un petit peu de ton père et puis bah, comment il est arrivé à Bordeaux finalement? Mon père est né dans la forêt camerounaise en 1932, ou plutôt vers 1932, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'état civil dans les villages en brousse. Donc, en général, c'était au moment du baptême qu'on déclarait les enfants. Donc, toujours est-il que rien ne le prédestinait à rencontrer ma mère française. Il était fils de planteurs de cacao, issu d'une génération de planteurs de cacao, et mon grand-père, à l'époque, ne voyait pas l'intérêt d'aller à l'école. Et, et puis un beau jour, il croise ses cousins, mon père croise ses cousins qui allaient vers l'école la plus proche, qui eux étaient scolarisés, donc une école qui était quand même à 10 km de marche, à pied. Et ses grands cousins lui disent ah, cousin, tu viens avec nous? Et mon père les suit. Donc c'est la seule personne que je connaisse qui a fait une fugue pour aller à l'école. Et de là, il se trouve qu'il est brillant. Et mon grand-père se range à l'idée que l'école est une opportunité pour mon père. Mon père a son certificat d'études. Il devait avoir 12 ans, 13 ans. Et à l'époque, les jeunes, qui étaient plus âgés en réalité, qui avaient le certificat d'études, étaient fonctionnaires, donc des postes, enfin voilà, affectés au service de l'administration coloniale. Et là, mon grand-père se dit non, mon fils est quand même trop jeune pour aller travailler dans un bureau, donc il va poursuivre ses études. Et il l'envoie chez un cousin au Gabon, qui était douanier, parce qu'il n'y avait pas de lycée forcément à côté. Et de fil en aiguille, mon père se retrouve en classe de 5e au lycée de Libreville. On est en 1947, et il est convoqué par le proviseur. Donc il tremble, parce qu'en général, quand on est convoqué par le proviseur, c'est pas une bonne nouvelle, c'est pour se faire chicoter. Et le proviseur lui dit petit, est-ce que tu veux poursuivre tes études en France? Et mon père répond oui, parce qu'on ne répond pas non au proviseur. Et c'est comme ça qu'il a pris le paquebot Mermoz, qui cabotait entre Libreville, Douala, qui faisait toute la côte. Et il arrive à Bordeaux en 1947. Et on lui avait donc appris à l'école que la France, c'était le pays des Lumières et de l'électricité. Et il est à bord du Mermoz un soir, et un moussaillon dit « Ah, ça y est, on est en France !» Et là, mon père voit pas de lumière, donc il dit « Tu me prends pour un crétin, on n'est pas en France, il fait tout noir. »
Et en fait, il était dans l'estuaire de la Gironde. Mmh. Et c'est seulement quand le bateau est arrivé à Bordeaux et qu'il a vu toutes les lumières que mon père a dit « Ah ah, là, ça y est, effectivement, je suis en France ». D'accord. Et puis de là, il a été au lycée Montaigne, où il a noué des amitiés qui ont perduré jusqu'à son décès, avec des vieux amis qu'il avait perdus de vue et avec qui il a renoué, notamment grâce à la télé, parce que ses amis, quand ils ont vu une Elisabeth Chungui à la télé, ils se sont dit « Ah, mais C'est ça le ressemble rapprochement. au nom », ils ont fait le rapprochement. Et donc voilà, mon père a été au lycée Montaigne, et puis Sciences Po, et puis l'ENA. Il a été un des premiers Africains diplômés de D'accord. l'ENA, et ensuite il a continué une carrière dans la diplomatie au Cameroun, parce que quand il est sorti de l'ENA, c'était l'année où le Cameroun devenait indépendant, et donc il avait le choix, il aurait pu être, on lui proposait d'être sous-préfet en Corrèze, mais il a choisi d'aller au Cameroun, Aux racines. construire ce pays tout neuf. Ok, hyper intéressant. Et finalement, en plus, bon, bah, c'est aussi le fait qu'il soit arrivé en France, finalement, qu'il a pu rencontrer aussi ta maman. Donc, moi, ce que je trouve aussi fascinant, c'est que ton papa donc, est issu du Cameroun et ta Mm. maman est du Tarn, je crois, Oui, ma maman est du Tarn, donc du sud-ouest aussi. du Sud-Ouest. Et elle aussi, fille d'agriculteur, elle a été la première de sa famille à faire des études supérieures. Elle aussi, elle devait marcher dans le froid pour prendre le bus, pour aller à l'internat. Et ensuite, elle a continué ses études à Paris. Elle est montée à Paris et mes parents se sont rencontrés au bal d'HEC à D'accord. Paris au début des années 60, à une époque où les couples mixtes étaient rarissimes. Hmm, Donc autant dire qu'ils ont dû surmonter pas mal beaucoup d'épreuves. d'obstacles pour que leur amour triomphe Et et que donc, je sois là aujourd'hui. bah ouais, c'est ça. C'était un peu l'idée de parler un peu de tout ça, parce que bah, c'est aussi le résultat de leur amour qui a fait que tu es là aussi aujourd'hui. Puis je pense que ton parcours, c'est aussi finalement le reflet des obstacles qu'eux aussi, ils ont dû affronter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours à toi aussi finalement? Parce que c'est vrai que je sais même pas par où commencer. T'es né aux États-Unis, t'es né à Washington DC, t'y as vécu pendant certaines années. Je sais qu'avec le travail de ton père, t'as pas mal voyagé. Ce qui a dû être aussi un petit peu délicat parce que bah, t'étais déraciné finalement peut-être de tes amis et de plein de choses aussi bah, quand t'es en construction sociale et notamment bah, quand t'es un enfant ou même adolescent. Et puis finalement, bah, t'as quand même réussi à aller bah, épouser de belles études pour bah, arriver finalement à la télévision. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours? Alors, j'ai grandi dans les bagages de mes parents, puisque mon père était diplomate, donc j'ai voyagé au gré de ses affectations. Je suis né à Washington parce qu'il était ambassadeur du Cameroun. Ensuite, on est rentré au Cameroun quand j'étais enfant. Quand j'étais au collège, il a été nommé en Belgique, puis en Italie, et retour au Cameroun l'année de mon bac. Donc une enfance très internationale. Et ça, aujourd'hui, enfin, je mesure, c'est une richesse immense parce que à la fois le parcours de mes parents, les obstacles qu'ils ont surmontés, ce parcours international, cette vie entre l'Europe, l'Afrique, ça m'a donné une capacité d'adaptation qui est une force incroyable. Et donc voilà, j'ai grandi effectivement dans beaucoup de pays, mais mes parents m'ont transmis aussi une force incroyable, c'est l'ancrage dans le terroir. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ou Tu même sois. quand on habitait en Belgique, en Italie, il y avait toujours les étés à la Lausière, la ferme dans le Tarn, et Mhm. puis quand on retournait au Cameroun, c'était le village. Et cet ancrage, il faut savoir d'où on vient pour être sûr du chemin vers où on va. Et Mhm. vraiment, mes parents m'ont transmis ces deux forces, c'est-à-dire le sens de l'ancrage et le goût de l'ailleurs et des autres. Là, tu mesures la richesse de tout ça aujourd'hui, mais est-ce que quand tu es bah, enfant, adolescent, ça a dû être quand même éprouvant de fatigue, d'être constamment ballotté de pays en pays, parce que bah, tu es constamment déraciné aussi finalement
d'une petite reconstruction que tu es en train de faire à un endroit, et puis hop, tout de suite, on te déracine quelques années après, finalement. Tous les déménagements ont été faciles parce que mon moteur, c'est la curiosité, donc l'envie d'ailleurs, découvrir les autres. Le trauma, ça a juste été L'Italie? l'Italie, de devoir quitter l'Italie. Parce que j'arrive en Italie, voilà, au lycée, la Dolce Vita, i ragazzi, Rome, cette ville magnifique. Et quand au bout de 2 ans, on me dit, alors tu vas retourner au Cameroun, je me souviens très bien, ma mère surtout, on a pris le train pour rentrer à Paris avant de prendre l'avion pour aller au Cameroun. Le Palatino, c'était 15 heures de trajet. J'ai pleuré non-stop pendant 6 heures. De Rome à Gênes, j'ai pleuré. Et donc c'était dur, mais en même temps, j'ai conservé mes amis de l'époque. J'ai fait une méga fiesta pour mon anniversaire, pas très longtemps, avec des amis du lycée d'Italie qui étaient venus des 4 coins du monde, c'était génial. Et puis surtout, heureusement que je suis retournée au Cameroun au moment de mon adolescence, parce que je l'avais quitté enfant, et j'aurais pas du tout le même attachement, parce que j'y ai noué aussi des amitiés très fortes. Voilà, les années d'adolescence sont celles qui façonnent toute une vie. Et je crois que ça a été dur aussi, le retour au Cameroun, parce que bah, forcément, tu grandis, en tout cas, tu t'es un petit peu émancipé en Italie en tant que bah, très-jeune femme, on va dire, parce que je crois que tu avais entre 14 et 16 ans, c'est ça? Oui, oui. Et quand tu retournes au Cameroun, je crois que la tenue n'était pas... Il y a un moment, tu donnes une anecdote dans ton bouquin où tu parles bah, que tu portes une robe ou une jupe, et que bah, là-bas, ça faisait un peu désordre, quoi. Non, je portais une mini-jupe, et effectivement, à cette époque, les mini-jupes italiennes, ça passait pas forcément. Donc il a fallu se réadapter. J'avais perdu les codes, mais heureusement, grâce à ma famille et grâce à mes amis, voilà, très vite, je me suis sentie à nouveau chez moi. Et voilà. Et donc là, t'es au Cameroun. Je sais que tu vas refaire des études d'architecture, et ensuite tu repartiras dans des études de journalisme, parce que je crois que l'architecture, c'était pas trop ton truc, ou en tout cas, tu t'étais... alors je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je crois que t'avais pas eu forcément les notes qui suivaient, ou t'avais pas l'intérêt peut-être pour cette formation. C'était une erreur d'aiguillage parce que je voulais être urbaniste pour contribuer à un développement vertueux des villes en Afrique. Donc j'avais déjà cette idée de développement durable, et puis cette idée du beau. Beaucoup de villes africaines sont chaotiques, et je me disais, voilà, il faut... J'avais déjà cette intuition que l'Afrique allait s'urbaniser de plus en plus, et je voulais contribuer à ce développement-là en étant urbaniste. L'erreur d'aiguillage, c'est que je me suis dit, pour être urbaniste, c'est bien de faire des études d'architecture. Or, les maths, c'est pas mon fort, je sais pas voir en 3D. donc voilà, c'est juste, je suis une littéraire, je suis pas une matheuse. Donc, si j'avais par exemple fait géographie, pour le coup j'étais brillante, hein, j'ai eu 19 au bac, après ça m'aurait mené vers l'urbanisme. Mais voilà, ça fait partie de la vie, et ça a été ma première leçon, parce que on a en France particulièrement un rapport à l'échec qui n'est pas sain. Et moi, j'avais toujours été très brillante, la première de ma classe, etc. Et donc, c'était le premier échec que je vivais, décroché, parce que voilà, c'est pas ce que j'avais envie de faire, architecture. Et sauf que, voilà, j'ai rebondi, je me suis dit, bon, quitte à perdre une année, autant pas la perdre complètement. Et donc, j'ai acheté une carte Interrail, et j'ai sillonné l'Europe. Je suis allée voir tous mes copains qui faisaient des études partout en Europe, et voilà, ça m'a permis de m'ouvrir à plein de cultures. Ça plaisait pas trop, ça plaisait pas trop à ton père, je crois, parce que je crois qu'il t'avait fait une remarque qui était un petit peu oui, un peu il m'avait pinçante. dit, c'est une année zéro. Ouais. Donc effectivement, c'est la première fois que... Il était comment ton j'avais père ça. avec toi, et j'imagine aussi tes sœurs, sur l'éducation? T'as eu quelle éducation?
il était exigeant parce que, vu son parcours, il a dû se dépasser en permanence. Donc forcément, il était exigeant avec nous, mais bienveillant en même temps. Mais est-ce que tu Et peux avoir le même niveau d'exigence pour les autres que tu l'as pour toi? Parce que des fois, les personnes, ils ont des personnalités différentes, ils viennent de... Enfin, chacun se construit différemment. Est-ce que tu peux avoir le même niveau d'exigence pour les autres que celui que tu as pour toi-même? je pense que je suis beaucoup plus exigeante envers moi-même qu'envers les autres. Donc du coup, donc oui, tu as cette année-là où tu sillonnes un petit peu l'Europe pour aller voir tes amis, comme tu le dis, et tu reviens faire des études en journalisme, c'est ça? Je reviens faire des études en communication parce que je voulais pas me planter 2 fois et je me suis dit: «Bon, communication, c'est large, c'est littéraire». Et puis finalement, le journalisme s'est imposé. Il s'est imposé notamment parce que, quand je quitte le Cameroun enfant, la télé n'existe pas encore et je retourne adolescente en terminale, c'est la première année, de la CRTV, la Cameroon Radio Television. On est en 90 et je vois l'impact que ça a. À l'époque, les gens n'avaient pas les moyens d'avoir une télé par foyer, donc ils se retrouvaient de manière communautaire pour voir la télé dans des bars, chez des voisins, etc. C'était des programmes très pédagogiques, très qualitatifs. Et là, je me suis dit, ouah, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur le monde, soudain, Internet n'existait pas, il y a des messages à faire passer sur des sujets de développement Mm. durable, j'y Mais étais déjà, ouais, et je c'est me ça. dis, ben voilà, T'as voilà toujours, ce que je veux faire, je veux être journaliste. t'as toujours été engagé finalement, et je trouve ça même fascinant de voir que tu étais engagé finalement précocement. Parce que moi, je sais pas, je me dis à 20 ans, on se préoccupe pas forcément de... Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est inné ou ça a été un peu inculqué aussi par ton éducation? C'est mon éducation qui me l'a inculqué parce que j'ai, mon père a été celui de sa famille qui a réussi. Mm. Et il a toujours eu à cœur de transmettre. Donc moi, j'ai grandi au Cameroun et même à l'étranger avec des cousins qui venaient du village et que mes parents prenaient à la maison pour les envoyer à l'école et on grandissait ensemble et je voyais bien donc la manière dont j'étais privilégiée par Mm. rapport à ces cousins à qui mes parents offraient une chance. Quand j'allais aussi, j'étais aussi connectée au village et au village, je voyais la mortalité liée aux maladies, la mortalité infantile. J'ai eu très tôt un sentiment de justice et d'injustice. Mm. Et mon engagement vient vraiment de là, de cette idée que, pour reprendre Maxime Le Forestier, ben, voilà, on est quelque part. Et quand on est du mauvais côté, Mm. c'est 2 fois plus dur et c'est injuste. Donc j'ai vraiment un engagement chevillé au corps depuis que je suis toute petite. Donc là, donc tu fais ces études de journalisme, tu as été major de promotion, je crois, à Lille, Oui, donc l'école pas de des moindres quand journalisme de même. Lille, oui. Moi, c'était plutôt La meilleure de l'inverse. France. Ouais. Moi, c'était plutôt l'inverse. Moi, j'étais dans la tête du tableau, mais en partant du bas. Non, mais c'est fascinant. Donc là, tu fais tes études de journalisme, tu décides de travailler à la télévision. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, pourquoi tu as eu ce choix-là de choisir la télévision et quel a été finalement le début de toute ta carrière qui a duré une vingtaine d'années? Le choix de la télévision, c'est partait de 2 constats. J'ai toujours eu la chance d'avoir une plume, voilà, j'écrivais bien. J'ai commencé à écrire des journaux intimes, dès que j'ai eu l'âge d'écrire quasiment, dès que j'ai su écrire et donc je considérais que ça c'était comme le vélo, une fois qu'on savait écrire, voilà, j'étais capable de cultiver ma plume. La télévision, c'est apprendre un autre langage, c'est le langage de l'image et Mhm. ça m'intéressait et puis surtout ce qui m'intéressait, c'est c'est le caractère populaire de ce média. C'est vraiment, voilà, quand on veut toucher le public le plus large possible, la télévision à l'époque, c'était le média roi. Et comme j'avais envie de faire passer des idées, j'avais de faire bouger des lignes sur des sujets qui me tenaient à cœur, la télévision, c'était le média de choix.
Après, il a fallu apprivoiser l'image, et notamment la présentation. Moi, je suis quand même d'un naturel très timide. Mhm. Je sais, quand je dis ça, ça fait rire tout le monde, mais parce que j'ai sans doute travaillé ma timidité, ou en tout cas, je l'ai dépassée dans le cadre de mon métier. Et donc, il y avait aussi une sorte de défi. Moi, j'aime bien me mettre des défis. Et moi, la petite fille, j'étais très timide hein, quand j'étais petite. Et donc, la télévision se montrait devant la France entière, voire le monde entier, quand je travaillais pour TV5 Monde. Ah, c'était une forme de dépassement. Mhm. Et je sais que tu avais un peu un but que tu t'étais fixé, c'était de présenter le JT de la seconde partie de... Alors après, c'est une époque qui est un peu plus vieille pour moi, donc j'ai certainement pas... Je sais, ça fait un peu dinosaure quand on parle de télé. Non, mais tu voulais... ton but, c'était quoi? C'était d'être présentatrice du JT. Non, moi, je n'ai jamais rêvé du 20h. Qui était vraiment l'exercice roi, le JT de 20h. Mhm. Je n'ai jamais rêvé du 20h parce que c'est un exercice très formaté, au fond, et moi, j'aime la liberté de la création. Mhm. Et donc, mon but de guerre, c'était de présenter d'être la première femme d'origine africaine à présenter le magazine culturel de France 2 en deuxième partie de soirée. Et pourquoi ça te tenait tant à cœur de cocher cette case? Là aussi, un, le dépassement, et deux, parce que c'est une case qui a été occupée donc historiquement par Bernard Pivot, puis Guillaume Durand, puis François-Olivier Gisbert, et je pense que c'est l'envie de... Mes parents sont des pionniers, et je pense que j'ai eu envie de perpétuer cette tradition de pionnier, de dépassement de soi, et, euh, et je savais que ce serait très difficile, parce que là, on fait un raccourci, mais j'ai quand même pris des claques au début de ma carrière dans Mhm. les médias, liées notamment à mes origines. Un jour, j'ai passé un casting pour présenter un JT, et on m'a expliqué que j'avais fait la meilleure performance, mais que j'étais une prise de risque du point Mhm. de vue du directeur. Donc voilà, j'étais une prise de risque. Donc voilà, quand on prend des claques, soit on tombe, et il y a des moments où il faut tomber, et de toute façon, il y a des moments où on tombe parce qu'on est humain, mais moi, j'ai eu la chance de toujours réussir à me le relever et transformer les... J'ai essayé, toujours essayé de transformer ma colère en énergie positive pour faire bouger les lignes. Et donc, quand j'ai vu que les portes du journal potentiellement de 20h sont fermées, je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que je peux viser je vais passer par la fenêtre pour faire autre chose, et le autre chose, c'était ce magazine culturel, notamment parce que moi j'ai toujours aimé les artistes, c'est une manière de penser le monde, c'est beaucoup plus créatif, et voilà, le magazine culturel, finalement, permet de véhiculer beaucoup plus d'idées Mhm. que l'exercice formaté du journal. Pour toi, Elisabeth, qu'est-ce qui était le plus dur? C'était justement d'être une femme noire dans une époque où c'était peut-être pas forcément mis en avant, ou enfin, quel était le plus dur entre ça et le fait d'être une jeune femme? Ou est-ce que c'était peut-être aussi les deux finalement? C'était vraiment les deux, hein. Moi, je me souviendrai toujours, quand je sors de l'école de journalisme de Lille, la meilleure de France, major de ma promo, j'arrive quand même avec une forme d'assurance, une fois n'est pas coutume, parce que je doute beaucoup au sujet de la confiance. Et je me souviendrai toujours du premier jour, mon premier contrat, c'était à la rédaction de TF1, du journal de TF1. Et j'arrive, et comme dans un film, c'était un open space, et j'ai eu l'impression que tout le monde s'était mis en mode freeze, parce que j'étais la plus jeune, j'avais 21 ans, euh, au service politique, c'était au service politique, mais pas encore énormément de femmes au service politique, et puis Mhm. surtout, j'étais la seule de ma couleur, quoi. Donc j'étais un ovni. Mhm. Et donc, voilà, Et tu l'as vécu comment toi personnellement ce moment-là? ça a été rude, hein. Ça a été rude parce que là aussi, un rédacteur en chef à l'époque, enfin c'était même le directeur de la rédaction, je crois, qui
qui estimait que, alors que je sortais de la meilleure école de France de journalisme, major de ma promo, que j'étais pas en capacité de faire des reportages, alors que d'autres jeunes, eux, faisaient leurs reportages. Donc, ils m'envoyaient juste faire des sonores d'hommes politiques. Donc, ils m'envoyaient interviewer Jean-Marie Le Pen par-ci. Voilà. Donc voilà, l'entrée dans la vie professionnelle a été rude. Comme j'ai subi des situations de discrimination, je me suis engagée de facto sur les sujets de représentation euh, de la diversité des origines. Et j'ai toujours fait très attention à ne pas être enfermée dans des cases. Quand je voulais faire du journalisme sérieux, on va dire, c'était compliqué à l'époque, alors que on me proposait de présenter la météo ou de faire la potiche dans un jeu. Or, moi, je voulais pas faire ça. Moi, je suis journaliste, donc je n'étais pas à la télé pour faire de la télé. Et donc, j'ai toujours veillé à apporter une autre représentation que, en gros, elle présente la météo, on lui propose la météo parce que c'est une fille du soleil, ou une émission musicale parce que c'est bien connu, les Noirs ont le rythme dans la peau. Enfin, tout ça, c'était juste épidermique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu un parcours très sérieux, quitte à passer parfois pour une bêcheuse, mais parce que j'aime pas être mise dans des cases. Et un autre effet pervers sur ces sujets de diversité, c'est quand tu arrives à des postes parce que tu es compétente, mais qu'il y a une petite musique qui va toujours être là, et c'est pareil pour les femmes. Hein. Ah oui, on l'a mis là parce qu'il faut un quota de femmes, ou parce que, voilà. Et ça, c'est insupportable quand on est une femme, ou quand on est issu de la diversité, d'avoir une petite musique qui laisse penser que si on occupe ce poste, c'est pas par nos compétences, mais qu'à un moment, il faut faire de la place aux femmes, il faut faire de la place à la diversité. Donc, c'est un peu pénible de se traîner cela pendant tout son parcours. Ça a pu te mettre le doute ou pas, à un moment dans ta carrière, justement, de te dire... Bien sûr, forcément, ça met le doute, parce qu'on se dit, alors oui, est-ce que finalement je suis légitime Donc oui, ça met le doute, mais à un moment, il faut, ça vient avec l'âge, il faut se sortir cette idée, et oui, on est légitime quand on bosse, quand on a les bonnes compétences, on est légitime, point barre, et puis il faut arrêter avec les petites musiques. Parce que tu parles aussi beaucoup, et ça m'a beaucoup touché de lire ça, parce que je le vis aussi à mon échelle. Tu parles aussi du syndrome de l'imposteur, où tu te dis, est-ce que j'ai ma place, pourquoi moi, et je sais que ça t'a longtemps habité, ce syndrome-là. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ça m'a longtemps habité parce que la France, qui est mon pays et que j'adore, a quand même des défauts, hein, qui aime bien châtie bien, et notamment celui du moule. La France est un pays de tiroirs. Moi, je suis fascinée quand on voit dans les journaux, quand il y a des nominations à la tête d'entreprise, de mecs qui ont 65 ans, et pourtant, on va toujours mettre en parenthèse X ou HEC, enfin, le diplôme, avoir le bon diplôme, avoir fait la bonne école, avoir la bonne couleur, enfin voilà, c'est un pays de moules, et où tu es assigné à résidence en fonction de tes origines, des études que tu as fait, etc. Donc, moi, mon parcours, moi, je rentre dans aucune case. Et forcément, quand on ne rentre dans aucune case dans un pays qui cultive le moule, on est toujours, on a toujours ce côté électron libre, et ce syndrome de l'imposteur vient de là. Est-ce que je vais être capable de faire le job alors que j'ai un parcours atypique, alors que voilà. Donc Est-ce que tu penses que, avec ton expérience, il y a eu des changements depuis 20-30 ans à ce niveau-là, à la télévision notamment? Ou est-ce que tu penses que c'est encore trop lent, peut-être?
Moi, je pense qu'il y a encore du boulot à la télévision parce qu'il faut se méfier de l'effet cosmétique. C'est important d'avoir des présentateurs issus de la diversité parce qu'il faut l'effet rôle modèle. On se projette forcément dans... Mais le changement viendra réellement quand il y aura des managers, des patrons de chaîne, des patronnes de chaîne issus de la diversité, des rédacteurs en chef, voilà, ceux qui produisent, ceux qui infléchissent les lignes éditoriales. Je pense que ce n'est que à ce moment-là que les choses changeront. Et ça vaut d'ailleurs pour toutes les sphères de pouvoir. Hein. Là, on a parlé de pouvoir médiatique, mais ça vaut pour le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et pour toi, les plus beaux accomplissements à la télévision, pour toi, ça serait lesquels? Impossible à dire parce que j'ai eu la chance d'avoir un parcours très éclectique. J'ai fait du documentaire, des magazines de société. Donc, je dirais sans doute l'émission, le magazine culturel de seconde partie de soirée sur France 2 que j'ai fini par présenter parce que les gens en parlent encore. Parce que j'ai présenté beaucoup de magazines culturels et toujours avec une idée à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque et que je vois même encore aujourd'hui, d'une culture élitiste. Moi, il n'y a pas d'un côté une culture élitiste réservée aux intellos qui ont fait Normal Sup et puis du mainstream pour dégénérer. Non, la culture, c'est populaire. La culture, c'est de la gourmandise. Et j'ai toujours eu à cœur de rendre la culture accessible. Et donc, quand aujourd'hui encore, 10 ans plus tard, on me dit ah, et ça c'était vraiment une émission emblématique, ça me fait plaisir. Donc Elisabeth, tu as travaillé pendant de nombreuses années à la télévision. Avant de nous dire pourquoi tu as arrêté la télévision et quelle est ta fonction aussi et ton rôle maintenant dans le métier que tu exerces, on va passer à l'instant citation pour nous donner un petit peu les mantras qui te dictent et qui drivent ta vie et puis les partager avec nous. Donc c'est parti pour l'instant citation. Donc Elisabeth, est-ce que tu as quelques citations à nous partager? Donc, j'ai 3 citations, mais qui sont assez liées finalement. La première, c'est René Char, impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Parce que c'est une citation qui parle de l'adversité, de dépassement, et à un moment de mettre de côté ce que pensent les autres et trouver ton chemin, ne pas se censurer. Donc ça me parle beaucoup. La deuxième, c'est un proverbe camerounais qui dit la raison n'habite pas dans une seule tête. Ça aussi, ça me parle parce qu'on ne réussit pas seul, parce qu'on ne franchit pas les obstacles seul, parce que même aujourd'hui dans ma carrière dans ma vie professionnelle dirigeante, l'intelligence collective, le leadership, c'est pas se dire j'ai raison tout seul, c'est la capacité d'écoute, de s'entourer, de prendre les avis des uns, des autres, l'intelligence collective. Donc j'aime beaucoup ce proverbe camerounais, la raison n'habite pas dans une seule tête. Et puis la troisième, alors là c'est un quatrain d'Omar Khayyam, qui est un poète perse du XIe siècle, qui dit je tombais de sommeil lorsque la sagesse me dit jamais dans le sommeil la rose du bonheur n'a fleuri pour personne. Pourquoi s'abandonner à ce petit frère de la mort? Bois du vin, tu auras des siècles pour dormir. Donc ici, évidemment, le vin, même si on est à Bordeaux, c'est surtout une allégorie de la jouissance. Et voilà, moi j'ai ce côté jouir de la vie à 100 à l'heure, être curieuse tous azimuts, parce que ma vie a failli s'arrêter un jour de mai 2019, et donc je
Je mesure beaucoup plus C'est bien, le sel de tu vas pouvoir faire ma ce transition. quatrain. Tu vas pouvoir faire ma transition. Mais c'est marrant parce que quand tu dis impose ta chance, va vers ton risque, et je sais plus c'est quoi l'entre-deux, Serre ton bonheur. serre ton bonheur. Moi, ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai relevée et qui est pas des moindres. C'est que tu t'es retrouvé avec, à l'époque, je crois que c'était François Hollande, président de la République, et que Oui. tu lui as proposé de venir faire un repas justement au Cameroun pour qu'il puisse se rendre compte de certaines choses, et apparemment il t'a dit oui. Est-ce Non, que tu c'était peux... pas un repas au Cameroun, c'était un repas au camerounais. Un Oui, repas... oui, ah oui, ça, oui, Ah, oui. je pensais que c'était au Cameroun. Oui, oui, mais effectivement, oui, oui, c'est une bonne illustration, avoir du culot de temps en temps, mais toujours porté par des engagements. C'était au lendemain des attentats de novembre 2015. Et j'ai eu la chance d'être invité à l'Élysée. Donc, on était invité à déjeuner par François Hollande. Je faisais partie du club 21e siècle qui, justement, s'engage pour la promotion de la diversité. Et donc, moi, j'étais secoué par ce qui venait de se passer et j'avais j'avais envie de lui parler de comment restaurer le vivre ensemble, de la cohésion sociale. Et donc, on est à ce déjeuner avec une dizaine de membres et en fait, je suis énervé parce que tous étaient tellement contents d'être là qu'ils essayaient juste de se placer individuellement et abordaient pas les sujets de fond. Et donc, ce déjeuner m'a frustré. Et donc, à la fin du déjeuner, je vais voir le président, je lui dis merci Monsieur le Président pour cette invitation à déjeuner. J'aimerais beaucoup vous rendre l'appareil parce que j'habite à Malakoff, qui est une ville très mixte où vraiment j'ai pu expérimenter le vivre ensemble. Et donc voilà, j'aimerais bien vous inviter à dîner chez moi autour d'un foie gras tarnais et d'un mafé camerounais. Et je pensais qu'il allait dire non. Bon, derrière, dans la foulée, je fais une note à son conseiller en communication et puis je pars en vacances au Cameroun, justement, en me disant il va rien se passer. Et puis je suis tranquille sur ma plage au Cameroun. Et puis son conseiller en com m'appelle allô, alors oui, le président est ravi d'accepter votre invitation. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à dîner chez moi. J'avais invité des voisins qui incarnaient justement ce vivre ensemble. On a passé une très bonne soirée. Il est reparti à 1h du mat. Incroyable. À la fin, on avait l'impression que c'était notre meilleur pote. Et voilà, effectivement. Bah, moi, je le connais pas, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu de lui qu'il était il avait beaucoup d'humour et qu'il était très Oui, accessible. je confirme. Beaucoup d'humour, très accessible. Et vous avez parlé de quoi alors pendant ce repas? On a beaucoup parlé d'éducation, l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, il était authentiquement touché par les parcours. J'avais invité un voisin parce que il était d'origine sociale modeste, on lui avait expliqué qu'en fait après la troisième il fallait qu'il fasse un CAP. Heureusement il avait un prof de français qu'il trouvait brillant et le mec derrière il a fait prépa et il avait un super job et voilà, c'était vraiment un moment de partage. Je lui ai rien demandé en retour, mais c'était un bon moment, voilà. Et du coup, c'est vrai que tu parles que tu étais au Cameroun. Tu faisais beaucoup d'allers-retours là-bas. C'était pour aller voir ta famille, c'était pour le travail, c'était pour tes engagements peut-être aussi à d'autres niveaux. Pourquoi tu faisais tous ces voyages? Et puis on va pouvoir aussi en parler, c'est que ces voyages t'ont conduit aussi à frôler la mort. Et puis finalement, c'est aussi un peu ça qui a conduit à ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu as pris un virage un peu à 360 degrés dans ta vie. À une période de ma vie, je voyageais beaucoup en Afrique, hein, pas seulement au Cameroun, parce que j'avais monté une boîte de conseil en communication, parce que je faisais aussi la promo de mes livres voilà, qui marchaient bien dans pas mal de pays africains. Et puis évidemment au Cameroun, voir ma famille, me ressourcer. Et au retour d'un voyage en 2019, je contracte une forme très sévère de paludisme, un neuropaludisme qui touche les organes vitaux. Et donc je prenais pas de traitement préventif parce que justement comme je voyageais beaucoup en Afrique, c'est pas très bon de prendre le traitement préventif en permanence.
mais j'avais toujours avec moi le traitement curatif. Mais c'était une version tellement foudroyante que le traitement, les 3 comprimés qui font passer, ce qui est une grosse grippe en fait, voilà, c'était une version tellement sévère que ça Concrètement, suffisait pas. ça se passe comment? Enfin, es là-bas et tu tombes dans les pommes. Enfin, ça se passe comment ce moment où Non, tu... je suis parce que la malaria, il y a une phase d'incubation, le paludisme, donc ça se déclenche au retour. Euh, enfin, là, c'est ce qui s'est passé. J'étais pas resté suffisamment longtemps pour que ça se déclenche là-bas. Et donc voilà, et je me retrouve hospitalisé en urgence. Et enfin voilà, mes organes vitaux étaient en vrille. Hein, et donc hospitalisation en urgence, coma, pronostic vital engagé. 1 mois d'hospitalisation, 1 mois de convalescence, et puis voilà, pronostic vital engagé, hein, ce 19 mai 2019. Et moi qui suis quelqu'un de très rationnel, j'ai vécu une expérience de mort imminente, hein, je me suis vraiment senti partir. Donc voilà ce que décrivent le tunnel, la lumière blanche, tout ce que décrivent les personnes qui ont connu cette expérience. Ah, tu t'es vu de... Oui, oui, tout, voilà, vraiment. Et c'est incroyable ça. des chants religieux, c'est très curieux, parce que j'ai souvenir parce que mes sœurs étaient à mon chevet, et quand je suis revenue, je leur dis, mais vous m'avez chanté des chants religieux parce que j'ai entendu ça. Et ils m'ont dit, mais pas du tout. Non, non, on t'a chanté des chansons que tu aimais bien quand tu étais petite, mais pas des chants religieux. Donc voilà. Et puis à un moment, une force. Ben vraiment, je sens une force qui me repousse fortement, et je reviens. Ah, c'est fou. Et je reviens. Et cette force, je pense qu'elle m'a dit, ben voilà, vous avez des enfants qui sont trop petits et qui ont besoin de vous. Parce que avant de sombrer, j'étais inconsciente, j'étais incohérente. La seule question, je me souviens des médecins qui me posaient des questions, et enfin après on m'a raconté, hein, je racontais des trucs à côté de la plaque. Enfin voilà, la seule chose dont je me souvenais avant de partir, c'est le prénom de mes enfants. Quand ils me demandaient comment s'appellent vos enfants, voilà, c'est tout ce dont je me souvenais. Et puis après, je pars et je reviens. Et donc, et même eux m'ont dit, après, quand j'étais vraiment sorti d'affaire, ils m'ont dit, écoutez, il y en a un qui m'a dit, nous, vous étiez partis, hein, pour nous, vous étiez partis. Ah, c'est incroyable. Donc forcément, quand on vit cette expérience, déjà, de manière pragmatique, je présentais encore quelques émissions, donc forcément, depuis un lit d'hôpital, je présentais des émissions. Et puis, de toute façon, j'avais déjà en réflexion de faire un changement de carrière, parce que, voilà, je tournais en rond dans les médias. 2, j'ai aussi connu une phase compliquée dans les médias parce qu'il faut être à 200%, et à un moment j'ai dû ralentir pour m'occuper de mon fils autiste. Donc voilà, je reviens et je me dis, je vais recommencer différemment et je veux donner du sens à ma deuxième vie. Donc comment je peux donner du sens? Et à partir de là, il y a une chaîne de rencontres qui s'est mise en place. Très vite, il est apparu que je pourrais m'épanouir dans la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Je me suis dit, voilà, une grande entreprise qui a une puissance d'action sur des sujets qui me tiennent à cœur, la lutte contre le réchauffement climatique, la justice sociale, etc. Une entreprise présente en Afrique, parce que je suis profondément africaine comme je suis profondément européenne. Il n'y en avait pas 36, c'était Orange. Et puis un chemin, j'ai rencontré une amie qui a aussi vécu un accident de la vie, qui m'a mis en contact avec une personne que je ne connaissais pas, mais qui a été touchée par mon histoire, et qui m'a mise en contact avec le patron d'Orange, l'ancien patron, Stéphane Richard à l'époque, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc en fait, c'est le résultat finalement, donc le fait que tu as frôlé la mort, et puis dans ce même temps, on n'en a pas encore énormément parlé, mais ton fils qui est autiste, il avait quel âge à ce moment-là? Alors au moment où je suis hospitalisée, il a 11 ans.
Mmh. Mais il a été diagnostiqué à 5 ans et demi après un parcours du combattant pour poser le diagnostic, puis pour la prise en charge après le diagnostic, tout le parcours que les personnes en situation de handicap connaissent, c'est-à-dire le diagnostic, l'accompagnement, la bonne prise en charge, ce moment où on t'explique que de toute façon il n'y arrivera pas, et qu'il faut le laisser sur le bord de la route. Donc tout ce combat, cette maladie finalement est arrivée après déjà un combat permanent de longues années pour l'inclusion de mon fils, qu'un pédopsychiatre fou voulait enfermer dans un hôpital de jour à 4 ans et demi, en m'expliquant qu'il serait incapable d'apprendre à lire, à écrire, qu'il était complètement psychotique, etc., qu'il n'y avait rien à en tirer. Je résume. Et aujourd'hui, mon fils a 15 ans et il est en première, certes avec une auxiliaire de vie scolaire et avec beaucoup de difficultés d'apprentissage, mais Et c'est ton premier ou ton deuxième fils? c'est mon deuxième. Voilà. C'est le deuxième. Et ça se passe comment d'ailleurs? Parce que comment tu apprends que ton fils il est touché par cet autisme? Ça a été très progressif et parce que aussi c'était mon premier, donc si c'était mon deuxième, j'aurais bien vu qu'il se développait différemment, mais là c'était mon premier, donc j'avais pas forcément de repères. Donc c'est progressif, c'est à la crèche, on dit qu'il est absent, à la maison il fait des colères pas possibles. Alors après tout s'éclaire quand le diagnostic est posé. Oui, un gamin qui se roule par terre en rentrant de la crèche puis de l'école maternelle, c'est une crise de décompensation parce qu'il déploie tellement d'énergie à être avec les autres. Ce sont des enfants qui sont sensibles au bruit, à la lumière, à plein de choses, et donc ce trop-plein, à un moment, la cocotte minute explose, et donc ça a été progressif, et puis surtout, ça a été... ce qui a été le plus difficile, c'est entre le moment où je me dis, effectivement, mon enfant a un problème, quel est ce problème, et le moment où il va être diagnostiqué, il va s'écouler près de 2 ans, et j'ai rencontré plus de 12 sachants. C'est comme ça que j'en parle dans le livre que j'ai consacré à mon fils, Le jour où tu es né une deuxième fois. 12 sachants qui ne sont jamais d'accord. Et qui vous orientent sur des pistes plus ou moins improbables. Et donc, c'est épuisant. Et quand enfin on tombe sur la bonne personne qui pose le bon diagnostic, alors certains parents disent que le ciel leur tombe sur la tête. Moi, ça a été un soulagement, au contraire, parce que enfin, je me suis dit, ok, on sait ce qu'il a, donc on va pouvoir s'en occuper. Et pendant toute cette période, est-ce que tu t'es sentie seule face à ce combat-là? Oui, je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule face à tout l'environnement de la normalité, peuplé de copains avec des enfants qui, eux, vont bien. Puis Oui, toi, t'es une femme, tu travailles aussi à côté. voilà, c'est ça. Tu dois Et gérer tout ton concilier, quotidien. c'était compliqué. C'était compliqué. Moi, je devais être avec mon fils, donc c'était une période où voilà, j'étais à 100% à la télé, et pour rester à 100% à la télé, il faut écumer les mondanités, il faut être partout, il faut se montrer, etc. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. Moi, j'avais juste envie d'être avec mon fils et essayer d'apaiser ses souffrances. Donc, à un moment, j'ai levé le pied côté carrière. Et, c'est quelque chose que tu arrives à avoir, t'arrives à plus concilier aujourd'hui avec ta fonction? Oui, mes enfants ont grandi déjà. C'est toujours plus compliqué de s'occuper d'enfants en bas âge. Si c'est encore, voilà, le deuxième est encore un peu petit. Et après, j'ai la chance, voilà, d'avoir des revenus qui me permettent de mettre en place une logistique imparable. Mais ça reste des arbitrages permanents, et beaucoup de femmes, qu'elles aient des enfants en situation de handicap ou pas,
beaucoup de femmes sont, et je dis bien les femmes parce que c'est quand même, là c'est des statistiques, hein, c'est quand même les femmes qui s'occupent encore à 80% des tâches domestiques, la charge mentale, je suis en réunion et puis zut en fait j'ai oublié de mettre le goûter dans le cartable et puis il y avait ce devoir à faire et machin, enfin c'est toujours les femmes qui gèrent ça et donc oui, et c'est vraiment enfin voilà, c'est vraiment important pour les entreprises de pouvoir accompagner Mm. les femmes dans cette gestion permanente, parce que moi je vois bien comment, enfin, nous on essaie évidemment de, on a pour ambition d'avoir un taux de féminisation de nos instances dirigeantes, mais ça, on voit bien qu'à un moment, et d'autres entreprises y sont confrontées, hein, euh, les femmes parfois s'auto-censurent même pour candidater pour des promotions Mm, mm, parce mm. qu'elles se disent je ne vais pas arriver à gérer les réunions à pas d'heure, les enfants, etc. Et ça, c'est injuste. Ouais, il y a toujours la petite alarme de l'injustice qui se réveille chez moi et, euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment beaucoup accompagner les femmes en entreprise. Euh, Là, j'ai rencontré une jeune femme qui a lancé une initiative, enfin une entreprise, mais vraiment, j'espère qu'elle va essaimer. Elle a lancé une boîte qui s'appelle YOLO et qui vise à, à faciliter le quotidien des femmes en entreprise et des femmes notamment à haut potentiel pour qu'elles puissent se projeter sur des promotions professionnelles Mhm. en leur mettant à disposition un réseau d'assistants personnels sur des sujets spécifiques, qui peuvent gérer les nounous, enfin, toute la logistique. Ça paraît terre à terre, mais Mais c'est ça qui c'est est. game changer, vraiment. C'est ça que j'aime bien avec ton témoignage aussi, c'est que tu te rends compte que bah, tu as quand même un poste avec une haute responsabilité, mais que finalement tu es un être humain comme tout le monde qui doit gérer ses problématiques comme tout le monde. Absolument. Et ce que j'aime bien aussi avec ton témoignage, c'est que voilà, tu es authentique, il n'y a pas de fake. Bah, t'as quand même ce rapport avec ton Oui. fils où moi je sais pas ce que c'est l'autisme, mais bon, c'est vrai qu'on est un peu pris par le temps, on ne pourra pas tout développer, mais il faut pouvoir mener tout du même front et c'est pas quelque chose de facile. Et pour autant, bah, tu as aussi euh, la preuve, c'est que tu es engagé sur plein de questions de société, d'inclusion, d'injustice, tu as envie de combattre les choses, tu es une pionnière comme tu le dis. Et tu le fais au travers bah, finalement de ta fonction chez Orange aujourd'hui. Et je trouvais ça bien en fait d'avoir ton témoignage tout simplement parce que bah, c'est humanisant aussi de montrer que bah il n'y a pas que des gens qui sont à la tête de grandes entreprises et finalement bah s'ils ont le même quotidien que tout le monde. Donc voilà, si c'est un peu un petit peu le résumé. Et justement, enfin c'est quoi ton travail au quotidien chez Orange? Parce que c'est pareil, il y a quelque chose que j'ai relevé. Tu es la deuxième femme africaine à faire partie du COMEX, d'une boîte du CAC 40. Et pareil, tu vois, tu parlais des femmes. Tu dis aussi dans ton livre que tu as 23% des femmes qui font partie du comité exécutif. Et c'est encore trop peu, j'imagine, Enfin, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Bien sûr, parce que effectivement, moi, je reviens encore à mon proverbe camerounais. La raison n'habite pas dans une seule tête. Hmm. Et pour et sur ce volet, aujourd'hui, les entreprises doivent faire face à des défis climatiques, enfin, des défis de performance durable, et c'est impossible, doivent être résilientes. C'est impossible de le faire si, autour de la table des dirigeants d'entreprise, tout le monde sort du même moule. Hmm. Donc c'est pour ça qu'il faut plus de femmes dans les comités exécutifs, dans les conseils d'administration. Il faut des parcours internationaux. Il faut aussi voilà, des parcours de vie tout simplement différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, chez Orange,
on favorise beaucoup la mixité jusque dans les instances dirigeantes. Moi, pour essayer de faire court et simple, moi, à quoi je passe mes journées? Je passe mes journées à accompagner l'entreprise pour, pour une performance durable, c'est-à-dire qui prend en compte l'impact carbone de nos activités, comment on décarbone nos activités, qui prend en compte les inégalités numériques, comment on y répond avec des programmes, par exemple, pour accompagner des jeunes gratuitement sur des métiers à haute valeur ajoutée en lien avec le numérique. Voilà, c'est finalement, moi j'ai un job de rêve parce que c'est comment je fais en sorte que ma boîte ait un impact positif sur la société. Donc je dis j'embarque tous les 130 000 salariés du groupe dans les 25 pays où on est présent en tant qu'opérateur et j'ai évidemment beaucoup d'équipes. Mais aujourd'hui, moi c'est ce qui... on en revient toujours à voilà, le côté... les défis, va vers ton risque, c'est l'audace de transformer. En fait, je me rends compte que moi, j'aime transformer. J'aime transformer les choses pour un impact positif et j'ai la possibilité aujourd'hui de le faire dans mon métier. Tac, tac, tac. Et oui, là, bon, on vient, pour être très honnête, de changer les batteries. On est dans l'authenticité ici, on parlait en off. Je te posais la question de savoir si ton papa, il était fier de ton parcours, s'il te l'avait dit. Et je te laisse me dire ce que tu m'as dit. Alors, mon papa était assez taiseux, mais je sais qu'il était fier de mon parcours et je pense forcément à lui à chaque accomplissement. J'ai eu le bonheur récemment d'avoir été décorée dans l'ordre du mérite, au grade de chevalier, donc forcément j'ai pensé à lui. C'est le genre de... Ça tombe du ciel. Tu t'y attends pas du tout. Comment tu apprends que... Alors, oui, je l'apprends grâce à des gens qui lisent le journal officiel, parce que moi, je ne lis pas le journal officiel avec les nominations, et donc je l'ai appris par un ami qui est l'ancien ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabre, et je reçois un matin un SMS, félicitations pour ta distinction. C'est comme ça que je l'ai appris, et voilà, forcément, c'est... moi, je suis très républicaine en plus. Là, j'ai un sens de l'intérêt collectif. Donc voilà, avoir une décoration de la République française. Et ça représente quoi pour toi d'être décoré personnellement? Ça doit faire quelque chose de... Mais oui, j'ai été fière parce que je me dis, mais voilà, je suis sans doute un rôle modèle. Et puis vraiment, là, oui, la reconnaissance de la République, ça m'a fait plaisir. Et puis surtout, voilà, c'était l'occasion de faire une cérémonie pour réunir tous mes mondes. Il y avait ma famille, ma mère, évidemment, ma famille, mes amis, ma famille de la télé, ma famille de combat associatif, ma famille Orange. Il y avait tous mes mondes réunis. Et donc, c'est toujours un moment où on doit faire un discours et c'est vrai qu'on doit condenser son parcours, mais vraiment cette notion qui est importante pour moi, c'est celle du grand village. C'est le grand village qui m'a accompagné avec un moment, le grand village qui a été là quand j'ai été très malade. Enfin, ce grand village à l'africaine. Voilà, il était là aussi ce jour de remise de médaille et donc ça m'a fait chaud au cœur. Et si tu avais un message à transmettre à des personnes qui doutent, qui se sentent seules, qui doivent s'affirmer par rapport à des épreuves, qu'est-ce que tu leur dirais? Et, tu vois, ça peut être tout le monde finalement, mais peut-être aussi plus particulièrement, je sais pas, une femme et qui puisait, tu vois, qui est un petit peu dans un parcours un peu avec une double culture aussi et qui cherche. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Est-ce que tu auras un message que tu auras envie de lui transmettre? Moi, je pense que c'est vraiment important de se
construire ce grand village, c'est... souvent, hein, j'ai des jeunes qui viennent me voir en me demandant des conseils. Et déjà, moi, la première chose, c'est cultiver sa singularité. Même si on est dans un pays du moule, à un moment, la singularité, c'est payant. Deux, s'engager, parce que ce qu'on donne, on le reçoit d'une manière ou d'une autre, et ça rend fort. Trois, être capable à des moments de demander de l'aide, de demander des conseils, ne pas se dire « oh, j'ose pas, parce que… » etc. On ne réussit pas seul, donc on a tous besoin à des moments de notre vie de conseils, d'aide, de soutien, et quand on fait la démarche, on va toujours trouver quelqu'un pour cela, hein. Donc voilà les 3 conseils Que tu donnerais. que je donnerais. Mais écoute, en tout cas, ton témoignage, il est vraiment hyper inspirant. C'est vrai que moi, là, je te pose pas mal de questions. J'ai aussi des personnes qui ont voulu te poser des questions parce qu'il y a la FAQ de la commu sur ce format. Et en fait, le principe, il est tout simple, c'est que j'invite les personnes à me suivre sur mon compte Instagram, à poser des questions aux futurs invités. Et j'ai eu évidemment des questions te concernant. Donc c'est parti pour la FAQ de la commu avec Elisabeth. Alors j'ai une première question de Débichou qui me dit: est-ce que Orange, en tant qu'entreprise RSE, a réussi à inclure des personnes atteintes d'autisme? Alors, très bonne question. La réponse est oui, et notamment parce que quand je suis arrivée chez Orange, je suis partie de 2 constats. Alors d'une part déjà, la Fondation Orange a fait de l'autisme son axe historique de mécénat. Ça fait 30 ans qu'on agit. D'abord, on a pour la recherche, ensuite pour l'accompagnement des enfants autistes grâce au numérique, qui peut faciliter certains apprentissages. Donc toute une série d'initiatives et une grosse expertise. Et de l'autre côté, on a une filiale chez Orange qui est Orange Cyberdéfense. Et sur ces métiers de la cyber, de l'analyse de données, etc., on sait que il y a certains autistes qui ont des compétences vraiment hors normes sur le sujet. Donc j'ai lancé un programme qui s'appelle le programme Neuroteam et qui vise déjà à sensibiliser les salariés sur ce qu'est la neuroatypie, l'autisme, etc. Et puis pouvoir recruter, parce qu'effectivement, ces recrutements nécessitent des accompagnements, il faut aménager les espaces de travail, il faut justement former les équipes, il faut leur expliquer que voilà, quand on recrute une personne un peu autiste, les conversations à machine à café, c'est peut-être pas forcément le truc, mais c'est pas pour autant qu'ils bossent pas et qu'ils ne s'intéressent pas aux autres. C'est voilà, plein de... donc oui, donc la réponse est oui. Il faut de l'accompagnement, de la sensibilisation, mais oui, on le fait. J'ai Nolisha qui me dit: fait-elle face à de la misogynie, racisme aujourd'hui malgré son poste haut placé? Alors, quand vous rencontrez les gens, ils ne vont pas vous dire bonjour, je suis misogyne et raciste, hein, donc c'est difficile à appréhender. Ce qui est sûr, c'est que une des difficultés en entreprise sur le sujet de en tout cas de la diversité des origines, c'est que comme on ne peut pas faire de statistiques ethniques, on ne peut pas mesurer les choses et corriger les éventuelles discriminations. Donc c'est beaucoup de ressentis. C'est voilà, des collaborateurs qui parfois ont pu venir témoigner d'un sentiment de plafond de verre. Donc nous, on met tout en œuvre vraiment pour avoir un environnement de travail totalement inclusif, et justement, on peut aussi, on a des canaux pour signaler des faits avérés de discrimination. Donc, je crois que aujourd'hui, heureusement, le monde de l'entreprise reste un des derniers bastions où la misogynie ou le racisme primaire ne peut pas s'exprimer, parce que tout de suite on signale et derrière il y a des sanctions. Donc, voilà.
J'ai Virginie 6969 qui dit: «Comment gérez-vous le regard des autres sur l'autisme de votre enfant sans avoir à vous justifier?» Alors, j'ai la chance aujourd'hui, a fait des progrès énormes. Donc, mon fils, euh, aujourd'hui, si vous le rencontrez, vous ne pouvez pas penser qu'il est autiste. Peut-être que vous le trouverez un peu timide, mais donc j'ai j'ai eu la chance d'avoir toujours un regard bienveillant, mais aussi parce que je crois que mon fils a beaucoup de charisme et je sais pas, il a le don de se mettre les gens dans la poche. Voilà, c'est le charisme. Voilà. J'ai Esther qui me dit: «Est-ce que quelqu'un en particulier l'a inspiré dans son parcours?» C'est difficile, vraiment. Enfin, Il y en a au risque beaucoup. d'être terre à terre, c'est vraiment mes parents. Mmh. Je leur dois tout. Je leur dois tout. J'ai Nawel qui me dit: «Ressentait de la lassitude dans ses combats, comment garder la force?» C'est marrant qu'elle pose cette question parce que moi ça me touche aussi parce que je me dis des fois, tu te bats et tu te dis: «Mais est-ce qu'on fait vraiment bouger les lignes, quoi?» Genre, des fois je me sens un peu seul aussi face à des combats, parce que tu sais sur les réseaux on voit un peu, ce qu'on peut voir, mais on voit pas aussi tous les écueils, auxquels on fait face, la solitude, les moments de doute, donc j'imagine que c'est aussi peut-être un peu pareil pour toi. Après, tu as peut-être plus d'expérience et de maturité aussi et des choses à me dire. Bien sûr que parfois, il peut y avoir une forme de lassitude quand on a l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, mais il n'y a pas de petite victoire. Il faut apprendre à cranter chaque avancée positive, même si c'est moins que ce qu'on attendait, mais ce qui donne de l'énergie pour contrer la lassitude, c'est justement cette pensée positive qui consiste à dire, ok, ça va pas assez vite, mais regarde, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Euh, je donne un exemple, le parcours scolaire d'un enfant autiste, voilà, ça va pas de soi, c'est pas tracé, c'est step by step, et par exemple, voilà, la joie, aujourd'hui, mon fils est passionné d'aéronautique. Est-ce qu'il arrivera à faire un métier dans l'aéronautique? Ma conviction, c'est oui. Ce ne sera pas facile, mais oui. Mais déjà, euh, comme je sais qu'il a cette passion, j'ai réussi à lui trouver un stage de seconde dans un aéroport où il a vécu sa best life. Et voilà, et ça, moi, c'est mon moteur pour le pousser pour la suite. Et voilà, il faut vraiment arriver à puiser l'énergie pour combattre la lassitude dans chaque étape positive de sa vie. Et c'est des petites choses parfois, mais des petites victoires. voilà. J'ai encore 2 questions. J'ai Marie LFDD qui me dit: quelle est ta plus grande difficulté dans ton métier aujourd'hui? Ma plus grande difficulté dans mon métier aujourd'hui, ce serait comment concilier le court terme et le long terme dans l'entreprise. Parce que c'est finalement tout l'enjeu de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire que la RSE, ça veut dire des stratégies à long terme, comment on projette l'entreprise dans une activité au long terme en tenant compte, en minimisant son impact sur la planète, en maximisant son impact sur la société, en continuant d'être dans une logique de créatrice de valeur, mais en même temps, comment on partage plus cette valeur. Donc tout ça, ce sont des perspectives très long terme qu'il faut faire, voilà, qu'il faut arriver à aligner avec le modèle de gouvernance des entreprises de manière générale, qui est aujourd'hui un modèle très court terme, voilà, guidé par les résultats financiers, trimestriels, annuels, etc. Donc c'est vraiment, et voilà, et si vous posez la question à d'autres directeurs RSE, ils vous diront exactement la même chose. C'est comment, et c'est un enjeu de transformation majeur du capitalisme finalement. Voilà.
Et enfin, j'ai une dernière question avec Maëlie, DBSN, qui me dit comment allier une telle carrière avec la vie de femme, de maman et d'aidante. Il faut arriver à se ménager des moments à soi, quitte à vraiment les inscrire dans l'agenda. Donc moi, mes moments à moi, c'est le sport, hein, c'est running, yoga, ça vraiment le yoga, c'est formidable. Et puis voilà, moi j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui a vraiment le souci de l'équilibre vie perso, vie pro. J'ai la chance d'avoir une patronne, j'ai une des rares patronnes du CAC 40, une des rares femmes patronnes du CAC 40, Christelle Edman, qui a des enfants en bas âge et donc qui comprend quand, par exemple, pour moi, il y a quelque chose de non négociable. Hein, le jour de la rentrée des classes de mes enfants, ben voilà, ça, je les accompagne. Point, barre. Quoi. Donc voilà, il faut aussi savoir se fixer des limites. Écoutez, je pense que Elisabeth a répondu à plein de questions. En tout cas, merci infiniment pour ton témoignage, de t'être déplacée jusqu'ici. On va passer à la dernière. Je reprends mon souffle, mais on va le laisser parce que c'est authentique. Et on va passer à la dernière séquence de cette interview avec la question signature. Donc c'est parti. Donc là, Elisabeth, aujourd'hui, c'est toi qui témoignes. J'imagine que tu as quelqu'un dans ton parcours que tu aimerais peut-être voir sur Confidence. Est-ce que tu pourrais nous dire qui c'est et pourquoi? Alors, on est à Bordeaux et c'est un heureux hasard parce que je pense à une amie de longue date de l'école de journalisme de Lille qui a été déterminante au moment où je sors de mon lit d'hôpital et je la recroise et dans ce chemin qui m'a mené vers Orange, elle a joué un rôle déterminant. Elle s'appelle Céline Lys Raoux. Et pourquoi? Parce que elle a fondé le magazine Rose pour les femmes qui ont des cancers, parce qu'elle-même a eu un cancer. Elle a un fils neuroatypique et elle vient de fonder un super média qui s'appelle Zèbre Magazine. Et pourquoi? Parce que ces accidents de vie, ces combats qu'elle a menés, elle en a fait une force avec une générosité au service des autres à travers ces deux magazines qui accompagnent aujourd'hui des femmes qui sont passées par les épreuves qu'elle a traversées, des parents qui se posent des questions liées à leurs enfants neuroatypiques. Donc voilà, sans hésiter, je dirais ma copine Céline. Eh ben, Céline, en tout cas, si tu vois cette vidéo, tu es la bienvenue et on aura certainement l'occasion de se rencontrer. On arrive à la fin de cette interview. Je vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications. Le format Confidence est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Donc, de toute manière, je vous mets les liens dans la description. Je te remercie infiniment. Merci à toi d'être venu jusqu'à moi. Martin, et continue de rayonner. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Et voilà, pour donner de la force à Confidence, regardez les vidéos, partagez tout ça. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Dis donc, pour quelqu'un qui a une angine, ça se voyait pas, hein.